Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec mon ami Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Stéphane. Pour parler de Drive. Alors attention, pas n'importe quel Drive. Non. Alors vous vous dites, ah super, il va parler de Ryan Gosling, Nicolas Winding Refn. Non. Non, on va parler d'un bon film. Pas. Voilà. Je suis sûr qu'il y a d'autres Drive. Hein, ouais, c'est possible. Pas de Driver avec The Walter Hill, on pourrait, mais ouais, non, c'est vrai. Ça, on va pas le faire. C'est pas celui-là aujourd'hui. On parle de Drive, une très bonne série B de Steve Wang avec Mark Dacascos et Kelly Mardison. Ouais. Voilà. Donc, en fait, alors. C'est un film qui est sorti en vidéo chez nous, qui était sorti en VHS à l'époque, à la fin des années 90, puisque c'est un film qui date de 97. Ouais. Ça, c'est important, la date. Voilà, et donc c'est comment dire, je crois que peut-être il y a eu un DVD, c'est possible. Oui, c'est probable. Bon, c'est un film qui est maintenant, moi j'ai un peu checké, apparemment il est sur aucune plateforme de streaming, aucun service de VOD, etc. Donc en France, c'est vraiment, passer sous le radar maintenant, et aux États-Unis, en Angleterre, je crois c'est ça, chez 88 Films, en fait ils ont ressorti un très très beau Blu-ray 4K avec plein de bonus, voilà, et surtout un director's cut, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que c'est un film qui a été charcuté par ses producteurs. Alors peut-être pour commencer, pitcher le film, est-ce que c'est un grand intérêt? Moi, je trouve pas, je pense pas, mais on peut faire très vite. Quoi. Voilà, c'est vraiment l'histoire d'un gars qui est plus ou moins une espèce de machine bionique, qui est poursuivi par tout un tas de méchants, et qui essaye de s'échapper, et en gros, il va se retrouver rattrapé par d'autres méchants bioniques. Et motivé par l'amour, c'est une des sous-intrigues qui avait été coupée dans le cut des producteurs. Même si, dans le director's cut, c'est pas non plus non, mais ça lui donne un petit peu d'épaisseur, C'est-à-dire il y a d'autres choses, tu comprends pourquoi il est parti de la Chine et tout. C'était aussi un film qui, en sous-texte, vraiment, c'est pas du tout un film politique, quoi que ce soit, mais évoquait vaguement la rétrocession de Hong Kong à la Chine, Donc, effectivement. Mais du coup, en gros, il se retrouve à se battre contre d'autres gros salopards bioniques, en fait, alors que lui, il est gentil. C'est un gentil bionique et eux, ils sont des méchants bioniques. Voilà, un en l'occurrence, mais des tueurs à gages, et il embarque en fait dans sa fuite un quidam qui n'a rien demandé à personne. Ça, voilà, et qui est un peu le ressort comique du film. Exactement. Alors, c'est un buddy movie. C'est un vrai prétexte. En toute honnêteté, c'est pour ça qu'on raconte ça un peu à l'arrache, Moi, ce que je voudrais que tu fasses, surtout avant de commencer, c'est de nous présenter son réalisateur, Steve Wang. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est une figure qu'on connaît, qui est importante, et qui est, à mon avis, le véritable instigateur de la réussite. Oui, complètement. Ouais. Avec Dacascos aussi, je pense, sûr, quand même, mais ça, on va en parler aussi. Mais il y a d'autres personnes aussi de l'équipe sur lesquelles il faudra mettre un coup de projecteur. Mais puisque tu me l'as demandé, même si tu n'as pas dit s'il te plaît, je vais m'exécuter. S'il te plaît, Julien, peux-tu nous expliquer qui est Steve Wang? Je ne sais pas qui est Steve Wang. Je pense que tu as raison, parce que c'est hyper important pour comprendre les atouts en fait de Drive. Steve Wang, déjà, c'est pas un Américain, il est né à Taïwan. Enfin, je pense qu'il a été naturalisé depuis, mais il est né à Taïwan. Il a immigré avec ses parents en Californie. Il avait, je crois, 8 ou 9 ans. Donc, il a eu déjà un premier pan de son enfance asiatique, on va dire, à une époque où la culture, et surtout la culture pop, n'était pas aussi poreuse qu'aujourd'hui entre les continents. Donc, lui, il a eu, par exemple, son premier gros choc quand il était enfant, c'était Ultraman. Beaucoup plus d'ailleurs que Kamen Rider, ce qui est étonnant, en fait, quand tu vois la suite d'une part de sa carrière et Drive, je trouve. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a eu plusieurs chocs. Le premier, c'est que à cette époque-là, dans les années 70, il a immigré en 75. À la télévision, étaient rediffusés en permanence les films de monstres de la Universal qu'il a découvert jeune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a vécu son premier Halloween là-bas et qu'il a eu un choc en découvrant les masques souples en latex, notamment de Don Post et de tous ces mecs-là qui commençaient aussi c'est des années 75. C'est aussi l'essor de tous les faiseurs de monstres qui vont en grande partie faire le cinéma fantastique et de science-fiction des années 80. Il va continuer à voir régulièrement du cinéma asiatique et des séries asiatiques. Alors, des séries
principalement japonaise, et tout ce cinéma asiatique qui va se créer plus tard dans les années 80 et 90. Donc il a déjà une personnalité et disons un bagage culturel qui est à cheval en fait sur 2 continents, ce qui finalement, en particulier encore une fois dans les années 90, était très peu commun en fait. T'avais très peu de gens qui te parlaient à l'époque alors un peu de Godzilla peut-être, tu vois, mais de Ultraman par exemple chez les Ricains c'était rarissime quoi, tu vois. Del Toro par exemple là, mais c'est parce que lui il était au Mexique et que en Amérique centrale et en Amérique du Sud il y avait beaucoup de tokusatsu qui étaient exportés parce que c'était pas cher. Donc voilà, il avait déjà ce truc-là. Et Steve Wong va d'abord percer dans le cinéma en tant que artiste des effets spéciaux. J'ai passé très rapidement là-dessus, mais en gros, il est quand même connu pour ça. Oui, bien sûr. Il a principalement fait sa carrière là-dedans aussi, mais en gros, il a vraiment explosé. Je la fais très courte, mais il a vraiment explosé avec Monster Squad parce qu'il avait fait le costume de la créature du lagon, qui est son monstre préféré, avec son copain avec qui il partageait une chambre d'ailleurs à l'époque, qui s'appelle Matrose, qui s'appelait, parce qu'il nous a quittés il y a pas très longtemps malheureusement. Et c'était c'était un choc monstrueux dans l'époque. C'est le cas de le dire, parce qu'en fait, des costumes de monstres comme ça, en fait, à Hollywood, ils avaient un peu perdu, en fait, ce savoir-faire. Ils l'avaient pas. Mais Steve Wong, là encore, ce bagage qu'il avait, qui venait du cinéma asiatique, moi, je pense qu'il l'a aidé. C'est-à-dire que là-bas, les monster suits, c'est pas rien. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon d'apprendre ça qui était un peu différente. Et sa seconde grosse percée, c'est Predator, qui est un film alors, il a travaillé sur les 2 versions du monstre. Hein, tout le monde sait maintenant, je pense qu'il y a eu 2 versions du monstre. Donc, il a travaillé sur la première version qui avait été rejetée par McTee et par Joel Silver chez Boss Film avec Steve Johnson, et il a retravaillé chez Stan Winston sur la nouvelle version du Predator. À un moment, Stan Winston était lui sur Pumpkinhead, je crois que c'était sa première réale à Winston, et du coup Winston avait mis tous ses meilleurs mecs, enfin ceux qu'il estimait être ses meilleurs mecs, sur Pumpkinhead, et il avait dit en gros Matt Rose, Steve Wong et un autre qui s'appelle Shannon Shee, vous vous démerdez avec Predator. Et en un temps record, Steve Wong m'avait raconté que le mec dormait pas, en fait, lui en tout cas avait des hallucinations tellement il se privait de sommeil. Mais ça c'est important aussi pour Drive et pour la suite de sa carrière. Donc ils ont créé ce costume qui aussi a fait date. Il y a eu et du coup, il a imposé un truc aussi dans les maquillages d'effets spéciaux, c'est-à-dire que ça n'a jamais été une star comme Rick Baker ou comme Dick Smith et tout, mais par contre, il avait dans le milieu imposé beaucoup de choses, un style de sculpture qui est très particulier, notamment sur des caractères reptiliens un peu, et puis une peinture qui lui est propre, qui était même surnommée à une époque le Steve Wong painting, avec notamment des taches de couleur en fait sur les créatures, qui a une idée qui lui est venue en regardant dans la nature, en se disant il y a plein de poissons, il y a plein d'insectes, il y a plein de reptiles qui ont ces taches-là, pourquoi ils auraient une couleur uniforme? Et donc lui il a amené ça. Par exemple, Gremlins 2 est un film qui doit beaucoup à Steve Wong au niveau de la peinture et même du design en fait de certains Gremlins. Lui c'est le truc sur Steve Wong réalisateur maintenant, c'est qu'il s'est assez vite lassé en fait. C'est un mec qui est assez impatient, qui a une énergie assez dingue. C'est-à-dire que donc moi je le connais un peu, hein. Je lui ai envoyé un mail hier soir après avoir revu le film parce que j'avais 2-3 questions à lui poser. Et moi, j'adore ce mec, c'est vraiment un gars formidable, et il est marrant parce que je trouve une espèce de quiétude comme ça. Alors, je veux pas sembler raciste en disant ça, mais un peu asiatique, en fait, là-dedans. Je sais pas, il a un truc, une espèce de sérénité apparente, mais tu sens que c'est... ça bouillonne là-dedans, quoi. Et il est comme ça. Il a toujours mené, moi, de mon point de vue, hein, sa carrière comme ça. Donc, il s'est lassé des effets spéciaux. Il a décidé de passer à la réalisation, avec d'abord un film autoproduit qu'il avait tourné en Super 8, et puis après, avec un film qu'il avait co-réalisé avec un autre mec des effets spéciaux de l'époque, un japonais, lui, pour le coup, qui s'appelle Screaming Mad George, qui était Mutronix en France, Guyver, qui était une adaptation d'un manga japonais. Il a ensuite réalisé tout seul une suite, Guyver 2. Dark Hero, qui est un film assez fou, parce que c'est un film qui a été réalisé pour rien du tout. J'ai noté le budget, oui, $850,000. Qui, moi, je trouve meilleur que Mutronix. Hein, ouais, et qui est d'une générosité pour $850,000. Tu dis, le mec, il a réussi à faire ça, c'est complètement ouf, quoi, parce que c'est même trop, hein, d'ailleurs, mais il y a de la baston à la fin, je sais pas, la scène de baston finale doit durer une demi-heure, un truc comme ça, et c'est des mecs en costume qui se battent, quoi. Donc
c'est très très compliqué à faire, quoi. Et surtout que, et ça c'est aussi important pour Drive, il se couvre pas comme les Américains, il tourne pas comme les Américains, parce que lui déjà, il était au fait de ce qui se faisait à Hong Kong, du cinéma de soir. Ça, on va en parler aussi, parce qu'il y a quand même quelques points où le film fait vraiment le pont, moi je trouve. Oui, complètement. Et donc voilà, et Guyver 2 est un film qui va être très très mal distribué. C'est un peu une tragédie, pas une tragédie, c'est un peu fort, mais il y a un rendez-vous manqué avec Steve Wong, je trouve, en tant que réalisateur, parce que il a toujours pâti principalement de distributeurs qui ont été des malhonnêtes patentés, en fait. Guyver 2, ça a été le cas. C'est un film, par exemple, qu'il a monté tout seul en quasiment une semaine. Donc, t'imagines, à l'époque, monter ça en une semaine, je sais même pas comment il a fait. Le montage, tu veux dire? Oui, il a monté lui-même le film, en fait, parce qu'il était pas content du premier montage et tout, et il l'a monté et il tenait le coup, en fait, en dormant par des bribes de 15 minutes, en fait. Power nap, quoi. Voilà. Je connais pas cette expression, mais c'est exactement ça, quoi. Mais bon, t'imagines, le mec est sorti de l'expérience, il était complètement rôlé. Et Drive est venu un petit peu, en fait, sur cet élan-là, en fait. C'est-à-dire que lui, il a commencé à communiquer sur son talent. Il envoyait des bandes démos de ses talents, de ses capacités, en tout cas, de réalisateur à toutes les prods. Et en fait, il a été contacté pour faire la suite de Fist of the North Star. Enfin, c'était Ken le Survivant, la traduction française, qui avait été déjà adaptée en vidéo. Enfin, avec, je crois que c'était un DTV tout le temps. C'est sorti en DTV en France, chez nous, c'est sûr, avec Gary Daniels. Aux États-Unis aussi. Je crois, oui. Je crois pas que ce soit sorti en salle. Alors peut-être, je me trompe peut-être, mais je me suis pas penché sur cette question-là. D'ailleurs, on pourrait faire un stories dessus aussi, même si c'est quand même pas très bien dans mon souvenir. Non, mais il y a deux versions, je crois. Il y avait une version uncut et une version cut aussi, quoi. Mais ouais, avec Gary Daniels, je l'avais vu à l'époque. Mais c'est pas bien. Enfin, non, je sais pas. Il y a de quoi faire pourtant sur ce personnage. Bien et tout. Enfin bon, bref, ceci était un autre débat. Donc lui, il lisait aussi. C'est un mec qui était déjà aussi très au fait de la culture manga et de la japanime. Encore une fois, à cette époque-là, c'était émergent, c'était en train d'exploser, mais ça n'avait pas du tout l'écho que ça a eu, par la suite, quoi. Mais de tout ce dont on parle là, effectivement, il faut recaser l'idée que dans les années 90, la culture geek n'était pas mondialisée, en fait. Non, pas du tout. Et du coup, en fait, il n'y avait pas Internet. En tout cas, c'était clairement pas utilisé de la même manière. Et du coup, en gros, en fait, pour avoir accès aux films dont lui, il avait accès, par exemple, en fait, qu'il pouvait voir, en gros, il fallait aller chercher dans les boutiques d'import des laserdiscs, des machins, en fait, pour pouvoir avoir des copies propres avec des sous-titres potentiellement pour ceux qui et en anglais, en l'occurrence. Donc voilà, c'est tout un tas de trucs, en fait, où même si ici et là, dans le cinéma d'action, par exemple, on pouvait voir John Woo un tout petit peu, infuser certains films d'action, comme par exemple Joshua Tree avec de Vic Armstrong avec Dolph Lundgren, où tu vois bien que en fait il y avait une scène notamment en fait où ils ont essayé de repomper le style de John Woo, de gunfight de John Woo, quoi. Ce genre de choses, c'était vraiment testé ici et là par des gens, on va dire par des connaisseurs, quoi. Voilà. Oui, complètement. Et donc, je reviens sur la chronologie du coup de la création de Drive. Donc, il est contacté pour faire cette suite. Il part en repérage en fait en Roumanie. Il devait tourner en hiver là-bas. Et il revient. Il dit c'est pas possible. Il faut me laisser 9 mois parce qu'on peut pas tourner en fait le film avec ce que vous voulez, avec les nécessités de tourner en extérieur en plein hiver roumain, quoi. C'est rude, quoi, là-bas. C'est quand même un climat continental. Donc voilà. Et du coup, dans l'intermède, ils lui ont proposé de tourner Drive, qui ironiquement est un scénario que cette boîte de prod avait reçu. Alors, il y a deux boîtes, il y en a une, j'ai oublié le nom, mais il y avait Overseas notamment. Et le réalisateur Scott Phillips, le scénariste Scott Phillips, lui était un fan en fait de Guyver 2. S'était inspiré de Guyver 2 pour écrire son scénario. D'accord. Et son scénario qui s'appelait Road to Run à l'époque. Et il avait fait passer par une connaissance commune le scénario à Steve Wang. Et Steve Wang ne l'avait pas lu. Et du coup, en fait, quand les producteurs lui ont proposé ce scénario, il s'est dit, mais oui, oui, d'accord. En fait, c'est le scénario qui est sur ma pile, là, depuis 6 mois et que j'ai pas encore lu. Donc, voilà. Et le truc, c'est parce qu'il est pas crédité pour ça au générique, mais je pense que c'est important de le signaler, c'est que Steve Wang va beaucoup réécrire le scénario, en fait, avec Scott Phillips. Ils vont très bien s'entendre, hein. Ils feront plus tard, Scott Phillips collaborera une série d'adaptations de Kamen Rider Ryuki que Steve Wang réalisera au début des années 2000, mais
Mais voilà, ils vont quand même bien s'entendre. Mais comment Wong va vraiment accentuer sur le côté film d'arts martiaux, en fait, vraiment l'assumer, ce qui n'était pas du tout le cas a priori dans le scénario. Aussi pour des raisons budgétaires, c'est-à-dire que Drive, c'est un tout petit budget. Vraiment minuscule, quoi. Ça aussi, je pense qu'il faut insister. C'est 1 million, je crois. Un peu plus, quoi. C'est 2-3, je crois. Non. C'est tout petit, quoi. Ça reste quand même minuscule, quoi. Et ça va être un gros problème pendant toute la réal du film. Et notamment, il y avait une scène de poursuite en voiture avec un gros truc de fusillade et tout, que Wang va remplacer par un mano à mano, parce que il sait en fait comment il peut le faire et en donner pour son argent, quoi. Il y a un autre truc aussi chez Steve Wang que j'ai toujours trouvé extrêmement attachant, c'est que lui, si tu veux, quand il parle de ses réalisations, il pète jamais plus haut que son cul. Il est très humble, en fait. Tout son seul but, en fait, c'est de divertir les gens. C'est tout ce qu'il veut faire. Parce que lui, il a été diverti par ces trucs-là. Donc, il se positionne jamais comme un grand auteur et tout. Il est juste dans la posture du gars qui veut... ce serait maladroit de le faire, dans l'absolu, sur un film comme ça. Parce qu'il faut vraiment resituer. C'est vraiment... c'est un film qui est très généreux, mais prétexte, en fait, on va dire, à toutes ces scènes d'action. Il y a pas, d'ailleurs, c'est ça qui fait que le film est généreux. Ouais, je trouve qu'il y a un truc. Alors, on peut parler tout de suite avant de parler de la production, d'ailleurs, de la sortie, puisque tu en as un peu parlé. Mais ce qui va se passer, c'est que le film a des très bonnes previews. Avec le public et tout, et alors pour des raisons qui restent encore obscures, c'est-à-dire que ce soit Scott Phillips, Steve Wang ou Mark Dacascos, moi je les ai jamais vus m'expliquer vraiment précisément ce qui s'était passé. Il faudrait que je leur demande en off à Steve Wang ce qui s'est passé, comme ça je vous le dirai en on. Non, faut pas faire ça. Mais on va pas faire 2 podcasts sur... Non, en plus non, mais en fait le truc c'est que le producteur va reprendre le film, va virer Steve Wang. Et tout à l'heure, on va parler de l'implication de Wang, et c'est là où on voit que c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et en gros, ils vont couper entre 15 et 20 minutes du métrage. Et en gros, ils vont couper un peu dans les scènes d'action, mais surtout, ils vont virer tout ce qui est caractérisation des personnages. Tout ce qui leur donne un cœur, quoi. Et je trouve que c'est... Alors, je vais pas dire que Drive, c'est pas un grand film de personnages et tout, on s'en fout, mais je trouve qu'il y a... Même si c'est un prétexte comme tu dis et tout, c'est ça m'a pas mal étonné moi à la revoyure. Je trouve que les personnages, en tout cas, ils sont tous sympas. Ils sont attachants, en fait. Ils sont attachants tous, y compris des personnages qui sont quand même sur le papier un peu problématiques. C'est-à-dire que le personnage de Caddy Madison il est un peu problématique. C'est quand même le sidekick noir tel que tu pouvais l'avoir à l'époque dans tous les films. C'était son rôle, quoi. Il sortait de quoi, un vampire à Brooklyn, non? Ouais, il avait fait ça. Il avait fait quelques trucs, mais les blancs ne savent pas sauter. Après c'est pas vraiment les trucs pour lesquels il s'est fait. J'ai envie de dire c'est pour lesquels il s'est fait connaître. Il avait une série, je crois, surtout en fait. Ah d'accord. Là, il avait voilà. Mais je veux dire que ce soit lui, par exemple, ou que ce soit le personnage de Brittany Murphy, qui est pareil, une espèce bizarre, de nana un peu bipolaire, là, étrange et tout, quoi, et complètement nympho. Et qui flash sur lui. C'est pas qu'elle a une info, elle flash vraiment sur lui, quoi. C'est étrange parce que t'as l'impression elle flash sur lui en 2 secondes. Ouais, mais bon. Et puis après, elle va quand même un peu draguer. Voilà. Quand je dis nympho, en fait, c'est juste qu'en fait, elle parle de cul tout le temps. Et du coup, en fait, c'est évidemment, il se passe rien dans le film par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils arrivent dans un motel. C'est prétexte à quelques grosses scènes d'action, et puis en fait, si tu veux, il la bazarde dans un diner perdu au milieu du désert, et puis c'est fini, on la revoit plus. Tu vois, donc c'est vraiment un personnage, c'est très étrange, et je pense, le truc, c'est que, effectivement, ça aurait pu être, alors c'est Brittany Murphy, qui est, cette actrice qui nous a quittés il y a quelques années maintenant, quoi, qui était une jeune starlette d'Hollywood, quoi. C'était un de ses premiers rôles, vraiment tout premier rôle, quoi. Elle fait Clueless, un truc comme ça à l'époque, déjà. Peut-être, ouais, c'est ça, elle a peut-être fait Clueless, mais en tout cas, elle s'est fait connaître après, pour des comédies romantique. Elle s'est aussi fait connaître dans Sin City, par exemple, ce genre de choses, quoi. Donc elle avait vraiment quelques petits rôles et tout, quoi. Des premiers rôles, je veux dire. Et en fait, ce personnage-là, elle l'incarne, on va dire, avec une certaine exubérance, quoi. Mais en gros, ce personnage-là, il aurait pu être vite gonflant. Et c'est pas le cas. En fait, c'est ça qui est étonnant, en fait, dans le le cadre du film, quoi. Je pense qu'il les apprécie, en fait. Je pense il a pas de, évidemment, il y a pas de cynisme. Et je pense qu'il est attachant. Il y a un truc, en fait, c'est que même le couple, en fait, central, les 2 mecs, c'est que
ils sont tous un peu des freaks en fait. Ils ont tous ce truc-là un peu de personnages à part. Et moi, Brittany Murphy, je la vois complètement comme ça en fait dans le film, et ça me les vend en fait. Mais je pense que ça vient d'un mec qui aborde et qui a vécu en tant que geek ce truc-là. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai toujours. Et qui a une légèreté en fait, si tu veux. C'est-à-dire que bon, on parle de caractérisation, ça vaut ce que ça vaut à l'autre d'un film comme ça. Mais le truc, c'est que en gros, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes une jaquette comme celle de Drive, en fait, t'es dans ton vidéoclub et tu te dis, bon, je vais me prendre un film d'action avec Mark Dacascos parce que t'as vu Crying Freeman, par exemple, ce genre de choses, tu vois. C'est sûr que c'est pas tout à fait le Dacascos de Crying Freeman. C'est-à-dire le beau gosse, si tu veux, romantique, romanesque, en fait, très, très, voilà, c'est pas non plus le gros bourrin de Only the Strong, tu vois, qui était le truc pour lequel il s'est fait connaître, puisque c'est sorti en salle en France aussi, et un peu de temps avant, Crying Freeman, quoi, où il faisait de la capoeira et tout. Et le truc, c'est qu'il était plus musclé déjà, il était plus massif. C'est aucun de ces deux personnages-là. Alors encore une fois, Dacascos, c'est pas Laurence Olivier, donc faut pas en faire un méga acteur, un grand acteur, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Voilà, c'est quelqu'un qui et qui là en fait a une légèreté, un humour dans le film, alors qui émane, tu sens, enfin ça c'est un autre truc du film, c'est que en fait dans tous les styles d'action du film, parce que ça c'est aussi important de le préciser, quoi, c'est que en fait chez Steve Wang, en fait sa générosité le pousse à faire, tu vois, des arts martiaux à la Yan Woo-ping, des arts martiaux à la coréenne, parce que c'est deux styles différents, des arts martiaux à la Jackie Chan, puisque t'as de l'humour en fait vraiment dedans, voilà. En tout, à part Korean, je vais mettre Korean de côté parce que j'ai jamais trop été fan de son style, quoi. Jamais à ce niveau-là, il faut être honnête, hein, c'est-à-dire c'est jamais du niveau de Yuen Woo-ping, c'est jamais du niveau de Jackie Chan. C'est pas la question c'est l'abattage. C'est-à-dire que en fait un peu de John Woo, un peu de, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait c'est tellement l'abattage tout le temps, tellement généreux que les persos sont attachants. Tu vois, que finalement, en fait, tu te dis, putain, mais en fait, le mariage fonctionne parce qu'effectivement, tu sens que Steve Wang derrière, il y croit et que les autres, ils jouent le jeu totalement, quoi. C'est-à-dire que peu importe que il n'ait pas l'aspect taciturne qu'il puisse avoir, en fait, Dacascos, on va dire, même si, qui pourrait être requis, on va dire, pour son personnage-là, qui est un peu, pas torturé, mais qui est un peu blessé, tu vois, qui a une histoire derrière lui et tout. En fait, on s'en fout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça avance, et c'est vraiment cool, quoi. Il y a même un truc aussi là-dessus, tu vois, et c'est marrant la comparaison avec Crying Freeman, c'est que il y a aussi cette honnêteté de se dire, je vais pas avoir de posture vis-à-vis du drame du personnage. C'est-à-dire que il a aussi cette intelligence de dire, bon, je mets ce qu'il faut pour que tu aies de l'empathie en fait pour lui, que tu décides de le suivre lui. Et quand je dis ce qu'il faut, c'est pas forcément que des éléments narratifs. Ça peut être juste un plan, une façon, un truc de réaction. Mais je vais pas m'appesantir là-dessus. Parce que en fait, on n'est pas là-dessus pour plomber, en fait. On n'est pas là-dessus pour faire un grand drame, machin et tout, quoi. Et je sais pas, moi, ça contribue à... Évidemment, ça peut être... Tu peux aussi considérer que c'est les limites du film, mais en même temps, ça contribue, en fait, au fait que ce soit un film attachant et d'une honnêteté complète, en fait, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, pour moi, alors, on a parlé un peu du fait qu'il y ait deux montages. Alors, moi, j'avais acheté le film à l'époque en DVD. Américain. Donc il se trouve que je ne savais pas, j'avais pas trop fait attention, que j'avais vu donc la version cutée, quoi. Que moi je n'ai jamais vu pour le coup. Moi j'avais apprécié, hein, ceci dit à l'époque, vraiment j'avais trouvé ça cool, quoi, comme film, quoi. J'ai dû prêter le DVD parce que j'ai jamais retrouvé. Je sais pas à qui je l'ai prêté, quoi. Et en gros c'est un film qui a un peu disparu de ma, on va dire, vie de cinéphile pendant des années. Et là il y avait un vrai, parce que j'ai gardé en tête effectivement que c'était un film fun et cool et tout, quoi. Le haut du panier de ce qui sort en DTV, hein, à l'époque, clairement, quoi. Et parce que j'en ai bouffé, enfin, des films comme ça, quoi, des Albert Pyun, des trucs, etc. Et en fait, si tu veux, ouais, là, tu sentais que, voilà, il y avait une énergie, une envie, si tu veux, qui était là. Et en revoyant le film, en fait, du coup, j'ai vu le director's cut. Alors, les grosses distinctions, en fait, de ces deux cuts-là, en fait, c'est que, effectivement, comme tu l'as dit, il manque 15-20 minutes. Ils ont un petit peu, effectivement, taillé, j'ai l'impression, donc, dans les scènes d'action. Ils ont effectivement taillé dans les personnages. Après, il y avait des scènes, par exemple, la scène où Dacascos, il prend le micro, il se met à chanter, si tu veux, dans la scène finale, quoi. Ça y était déjà, en fait, si tu veux. Donc, en fait, c'est pas tant, en fait, je trouve pas que le film était extraordinairement dénaturé, tu vois. C'est juste que tu sens que les mecs ont dit, bon, tu sais quoi, on va mettre de la musique techno, tu vois, à la place d'un score normal. Hein, dans mon... Oui, mais après, enfin, encore une fois, dans la logique de ce que tu regardais, c'est-à-dire un film DTV, tu vois.
t'en avais des trucs comme ça tout le temps. Donc en fait, si tu veux, c'était pas ça. En fait, moi, je me rappelle que je passais outre. La question, c'est qu'en voyant le film comme ça, je me suis posé cette question, moi, en tant que fan de cinéma d'action, pourquoi ce film fonctionne finalement alors qu'on pourrait lui attribuer les mêmes problèmes qu'un John Wick, tu vois, ok, alors que John Wick, ça marche pas sur moi. Tu vois, et je me suis vraiment posé ces deux questions-là sur le truc parce que et finalement en fait je me rends compte que John Wick, mon problème c'est que parce que tu vois cette histoire d'amour en fait en filigrane pour le personnage de Dacascos, c'est peu ou prou la même chose qu'avec John Wick, le premier John Wick, avec quand il regarde la vidéo de sa femme qui est en train de mourir, hein, tu sais, c'est en gros, ça va pas plus loin, c'est pas plus marqué. Mais la distinction, on va dire, la raison pour laquelle t'attaches, c'est que ça se prend pas à ce point au sérieux. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour en fait autour du truc, quoi. Et le deuxième truc, c'est surtout encore une fois la variété de l'action. C'est-à-dire quand on dit générosité, c'est pas juste ça bourrine tout le temps de la même manière, comme moi je trouve que c'est le cas de John Wick. Tu vois. Là, je parle vraiment de ce. En fait, quand je fais la distinction entre les deux films, c'est vraiment pour l'aspect un peu, tu vois, au ras des pâquerettes du scénar, hein, je veux dire, tu vois. Et en même temps, en gros, si tu veux, le gars, en fait, il propose une variété de scènes d'action différentes. Vraiment différentes à chaque fois, malgré les capacités de Dacascos et compagnie, quoi. Donc il y a vraiment ce truc, en fait, où moi je trouve que ça fait la distinction. Parce que après il y a ce filmage en fait en rapport au cinéma de Hong Kong qui est pas, moi je trouve c'est là où le film il fait un petit peu le pont aussi, c'est que dès que t'as Dacascos qui va faire un grand mouvement de coup de latte, tu vas avoir quand même un cut en fait pour avoir un gros plan pour le coup, quoi, tu vois, ce qui est quand même un truc très américain que tu voyais pas tellement à Hong Kong à l'époque, tu vois. Bah, lui justement s'est battu contre ça, hein. Ça a été bien sûr, mais en tout cas dans son director's cut ça y est encore. Et son truc en fait c'était justement que en fait le tournage ne lui aurait pas permis dans l'absolu de filmer comme ça. C'est-à-dire que les productions de Hong Kong, pour plein de raisons, mais notamment pour le salaire des mecs, en fait, peut se permettre en fait des plages de tournage qui sont beaucoup plus longues que les productions américaines. Et lui, en fait, pour s'en sortir, il avait monté 2 équipes. Une qui tournait qui tournait toutes les deux à des temporalités différentes, et en gros lui il était réalisateur des 2 équipes et il dormait comme pour Guyver en fait, il dormait quand il pouvait, quoi. Il dormait une demi-heure entre les 2 trucs et tout, donc il faisait des journées de dingue et tout, mais pour justement avoir cette multiplicité de, il est compliqué ce mot, de plans, et parce que lui justement il détestait, il en avait ras-le-bol de voir le tournage des scènes d'action à l'américaine, quoi. C'est-à-dire avoir déjà ton master shot, tes inserts, ton machin et tout. Et là, en fait, il y a un personnage dont il faut qu'on commence à parler, je pense, à ce stade du podcast, ça me semble primordial, je t'en prie. qui est Koichi Sakamoto. Alors, si vous aimez le toku, je pense que vous connaissez son nom, qui est le chorégraphe des combats en fait sur Drive, qui est japonais lui aussi, et qui et avec Steve Wang en fait ils vont préparer le découpage en fonction des chorégraphies. Ça se fait pas aux États-Unis, enfin en tout cas à l'époque c'est sûr et certain que ça se faisait pas. Moi sur les John Wick pour le coup ils commencent à réfléchir à ça au moment de la chorégraphie des combats, mais et c'est un truc que les Wachowski, parce que donc c'est un film pré-Matrix, donc c'est ça en fait, il faut vraiment aussi le préciser, c'est très important de le préciser, donc là c'est un film pré-Matrix, donc à l'époque personne ne faisait ça, personne ne filmait les scènes de les mano à mano comme ça, personne n'utilisait les câbles aussi, ou quasiment jamais, quoi. Donc il a amené quand même tous ces trucs là, quoi. Et nous quand on l'a vu, je crois qu'on l'a vu à peu près quand il est sorti, parce que moi je l'avais chroniqué dans Starfix, donc ça devait être à peu près je l'ai vu en même temps que la sortie de Matrix était dans ces eaux-là en France. Honnêtement, je l'ai vu avant Matrix, je m'en rappelle, parce que j'ai vraiment eu oui parce que j'ai eu un lecteur DVD un an avant la sortie de Matrix, tu vois. Je me rappelle que c'était un... Mais parce que tu avais acheté un import, en fait. J'avais acheté... en fait, j'avais acheté... en France... Mon lecteur était un import, déjà. Ouais. Et en fait, c'était un import de Hong Kong. Et en gros, mon DVD était un import américain. Et en fait, effectivement, je l'avais pris parce que, voilà, c'était un film d'action, quoi. Ouais, vas-y. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on était dans une espèce de... À ce moment-là, on était dans une convergence, en fait, de ces choses-là. C'est-à-dire qu'en gros, ici et là, on en a un petit peu parlé, tu vois, ici et là, t'avais, John Woo avait déjà fait quelques films américains, en l'occurrence, si tu veux. Ici et là, t'avais quand même Jackie Chan qui, d'un seul coup, arrivait aux États-Unis avec, tu vois, des films américanisés, entre guillemets, si tu veux, c'est-à-dire après le succès de Rumble in the Bronx, quoi, où en gros, toutes les productions qu'il a fait derrière, il a commencé justement à penser international, c'est-à-dire à penser vraiment, les Mr. Nice Guys, les trucs comme ça. Bon, c'est des films qui sont pré-Matrix, tout ça. Et en fait, en gros, on convergeait vers cette idée, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les Wachowski ont vraiment profité
du fait que d'un seul coup le public petit à petit commençait à comprendre. Voilà, c'est juste que le terrain avait été préparé. Voilà, le terrain était préparé. C'est juste que l'explosion était telle, en fait, si tu veux, chez les Wachowski, parce qu'ils ont vraiment créé un univers. Bon, on va pas critiquer, enfin, on va pas parler du premier Matrix, mais que ce qui fait que tout a fonctionné. En fait, tout était complètement homogène et que le grand public a fait ah ouais, d'accord, ok, ils se sont pris le truc en pleine gueule. Voilà. Mais disons que, comment dire, la distinction avec un film comme Drive, c'est que lui, il s'embarrasse pas de savoir comment il va présenter ça au public. C'est-à-dire qu'en fait, il va le faire comme lui il a envie de le faire. Et en fait, voilà, avec sa générosité quasi proverbiale, on va dire, hein, tu vois, sur ce truc-là. Et en gros, bah voilà, effectivement, comme tu l'as dit aussi, Jackie Chan, quand il fait ses chorégraphies, quand il se permet à envoyer 5 coups d'un coup dans le même plan avec un cascadeur qui se prend tous les coups dans le bide et qui tombe à la renverse et tout, c'est parce qu'en fait, ils peuvent se le permettre de re-shooter jusqu'à ce que ça soit parfaitement ce que Jackie Chan veut. Eux, sur Drive, ils ont pas forcément ce luxe-là. Donc forcément, bon bah, encore une fois, ce n'est pas de ce niveau-là, mais la question n'est pas là. La question, c'est vraiment encore une fois de remettre en avant quelque chose en fait qui est de l'ordre de. Pour moi, c'est de la pure, ce que j'appelle de la pure série B, c'est-à-dire au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que vraiment, c'est à la fin, c'est peu importe que le scénar soit bon un peu voilà con sur les bords, tu vois. Tant qu'en fait, tu as plaisir à voir le film parce qu'en fait, le film a cet abattage-là et que tu lui passes les défauts en fait. Ouais. Tu lui passes des défauts que tu passerais pas pour des plus gros films ou pour des films qui n'ont pas le mérite de la nouveauté comme ils l'avaient à l'époque. Moi je me souviens, alors donc moi je l'avais chroniqué pour Starfix et dans mon souvenir et donc il était sorti autour ou juste après la sortie de Matrix en France. Et encore une fois, moi, ça faisait déjà un moment en fait que je regardais du cinéma d'arts martiaux, des films workshop ou des trucs comme ça. Ça faisait une dizaine d'années environ quoi que j'avais découvert ce continent-là de cinéma. Et des films comme ça américains, j'en voyais pas en fait. Hein. J'en voyais, mais juste pas du tout quoi. Et c'était un choc. Et moi, je l'avais vendu comme ça en fait dans Starfix. J'avais dit si vous avez kiffé les combats de Matrix, parce qu'on n'était pas encore dans la Matrixploitation, comme on peut dire ça, quoi, qu'on va trouver ensuite et qui nous donnera des plein de navets quoi. Mais si ou The One dont on avait parlé. The One, ouais, ça pour le mieux. Donc si voilà, vous avez ça parce qu'il y a un mec qui avait compris ça à l'époque en fait, mais encore une fois bien en avant quoi, bien en amont. Non oui, je voulais juste Koichi Sakamoto, c'est intéressant parce que j'insiste un tout petit peu sur lui. Vas-y. Parce que donc c'est le chorégraphe de combat, ils se sont rencontrés je crois sur Guyver 2 avec Steve Wang parce qu'il jouait un des personnages. Et moi j'aime beaucoup, c'est un chorégraphe de combat qui est un peu à la Yuen Woo-ping, je trouve, c'est-à-dire qu'il est pas du tout dans le réalisme, il assume le côté complètement fantaisiste de tout ça. Et d'ailleurs ça deviendra un gros nom du tokusatsu. Alors déjà à la Riken, hein, il retrouvera Steve Wang sur un épisode de Power Rangers que Steve Wang va réaliser, qui est un hommage à Alien, mais il est retourné depuis quelques années au Japon, il a refait je crois même qu'il a réalisé en fait des Kamen Rider là-bas et c'est un nom en fait là-dedans dans le toku. Je vais juste le signaler. Tu vois, par exemple, il fait une apparition dans une série qui s'appelle Akiba Ranger, qui est un t'as vu cet accent japonais, et qui est une espèce de personne te reprendra en même temps de série de série un peu méta en fait sur le toku. Donc il a suffisamment un nom pour être ça. Et voilà, il s'est créé là. Moi j'aime beaucoup les chorégraphies en fait de Drive. Elles sont vraiment, il y a des petites trouvailles à gauche à droite qui sont vraiment réjouissantes quoi. Tout à fait, ouais. Et puis en plus, encore une fois, je veux dire, même dans l'aspect, encore une fois, c'est dans l'abattage pour moi, c'est que même dans l'aspect, comment dire, parce que on va dire que t'as Dacascos qui est vraiment, comment dire, mis en avant sur ses capacités martiales, tu vois. Mais de temps en temps, bah en fait, d'un seul coup, tu te retrouves avec d'autres scènes d'action, avec Caddy Mardison et avec comment il s'appelle. Alors t'as ce méchant un peu étrange là. Comment il dire, est bizarre, mais ça fait partie des trucs attachants. Mais encore une fois, c'est un truc de série B. C'est-à-dire que en gros, t'as ce méchant où tu te dis bon, lui, il est raciste, tu vois. Mais en fait, ça ressort pas du tout le film jusqu'à ce moment. À la fin, voilà, où à la fin, il sort un fouet et d'un seul coup, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Et le film devient, et il dit voilà, en gros il veut le fouetter comme un esclave, et là tu te dis mais c'est complètement fou en fait comme truc quoi, tu vois. Et évidemment c'est joué de manière à ce que, comment dire, le personnage de Caddy Mardison prenne le dessus, évidemment, bien sûr, tu vois. mais c'est ce que tu veux. Oui bien sûr, mais le truc en fait c'est que c'est ces petits accès de folie
comme le personnage de Brittany Murphy en fait, ou que d'un seul coup elle va, tu vois, en fait encore une fois dans une autre scène d'action, Caddy Madison va couper le bras d'un comment dire, d'un homme de main. Et en gros, si tu veux, voilà, la main qui reste, la main reste collée au flingue et tout, et en fait elle va récupérer le truc pour tirer avec. Enfin, t'as plein de petits moments comme ça qui pour moi en fait sont des moments de série B, au sens où finalement t'as dans les gros films d'action de studio, en fait, une fois qu'ils ont digéré certaines, styles de films d'action et qu'ils le refont de façon, on va dire, policé, voilà, carré. C'est ça, exactement. Comme tu pouvais avoir à peu près à la même époque Chow Yun-fat qui resingeait en fait tout ce qu'il a fait chez John Woo dans un tueur pour cible d'Antoine Fuqua, tu vois, où d'un seul coup c'était beaucoup moins intéressant parce que c'était beaucoup plus ripolliné, quoi. J'aime bien cette expression ripolliné, tu vois, ripolin. Et en fait là non, tu vois, c'est vraiment un truc de série B où on va se dire tu sais quoi, on va prendre les idées les plus barjots, tu vois, et tant pis, quoi. T'as à un moment donné, t'as une scène, bon après ça c'est très cinéma d'action des années 80-90, quoi, mais t'as ce moment où ce même personnage, le même il sort son bazooka, tu vois, et il commence à... Mais tu vois, ça fait partie aussi des trucs avec un missile atomique, tu vois, parce que mine de rien, c'est pas la grenade atomique, c'est le missile atomique, parce que d'un seul coup, mine de rien, le missile, toi tu te dirais normalement il devrait exploser une partie, non, il explose tout le motel. En dehors du travail en fait et de son investissement à Steve Wang, qui encore une fois dans la série B est pas si fréquent que ça, un mec qui s'investit encore une fois à ce degré-là et tout. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que moi c'est aussi un autre truc qui me plaît dans Drive, Steve Wang a grandi, est né donc à Taïwan comme j'ai dit tout à l'heure, il a grandi dans l'Amérique des années post-75, donc avec Star Wars, avec l'émergence du cinéma d'action, du buddy movie, l'émergence de Joel Silver, tous ces trucs-là et tout. Et c'est rare finalement un film qui arrive à mélanger les deux. Moi, quand le mec sort le bazooka puis qu'il leur tire bazooka dessus, j'ai l'impression de voir une espèce de succès d'année de Joel Silver, tu vois, de l'époque. Je pense qu'il veut. Et c'est chouette d'avoir ce mélange-là. Mais tu sais, il y a ce moment. En fait, c'est un petit truc. J'avais pas fait attention à ce petit détail. C'est vraiment un tout petit détail à la fin. En fait, ils vont se battre dans une boîte de nuit. Faut que j'en parle. Et dans cette boîte de nuit, en fait, c'est la boîte de nuit Apollo 14. Donc en fait, en gros, il y a une fusée à l'extérieur, quoi. Et en fait, quand ils la font sauter, en gros, t'as à un moment donné, t'as le sentiment pendant l'espace d'une seconde, et je pense que c'est volontaire, hein, c'est fait exprès, que t'as l'impression que la fusée va vraiment décoller. Et tu te dis, à ce moment-là dans le film, tu te dis non mais attends, ils ont pas pété un boulard, ils vont pas faire un truc comme ça, tu vois. Et finalement, ça repart sur, enfin, le truc explose, mais tu te dis. Est-ce que ça aurait été tu vois, c'est une question que le mec se pose parce qu'il se dit j'ai ce décor là. Alors pourquoi il s'est posé cette question? J'ai revu donc le truc hier, j'ai envoyé quelques questions à Steve. Voilà. Et je lui ai parlé de la fin en fait justement. Et donc justement sur la fin, son but c'était qu'il y ait cette explosion, qu'elle propulse en fait la fusée dans l'air, qui se batte sur la fusée pendant qu'elle était dans l'air, et que du coup elle retombe parce que c'est pas une vraie fusée donc pendant que les mecs se bastonnaient et tout. Et c'était super quoi, tu vois, j'aurais trop aimé. Je lui ai posé ça, je lui ai demandé s'il avait tout tourné, s'il avait tourné un petit peu comme à Hong Kong, c'est-à-dire en baissant un peu le ratio d'images par seconde pour accélérer l'action. Il m'a dit oui, mais juste à 22. Et en fait, il a fait ça parce qu'il voulait pas que et ça aussi, ça fait partie des avantages du film, je trouve. Il voulait pas que les mouvements aient l'air messy, il m'a dit, donc brouillon dans le truc. Voilà. Et je lui ai demandé aussi s'il avait des influences spécifiques, s'il avait un film en tête. Quand il a fait ça, je sais qu'il adore Flying Guillotine, par exemple, des trucs comme ça. Et lui, c'était surtout Jackie Chan, comme Marc Dacascos. D'ailleurs, Dacascos a fait aussi beaucoup de gym après avoir découvert le cinéma de Jackie Chan pour pouvoir faire justement ces trucs un petit peu comme le cheval d'arçon, je crois que ça s'appelle comme ça, et John Woo en fait, parce qu'il me disait sur la façon de construire un peu de la tension avec du ralenti. J'ai essayé de retrouver un petit peu ça. Mais en plus, même j'ai envie de te dire, parce que tu vois par exemple quand tu regardais un film comme Au-dessus de la loi de Joshua Tree là, je me rappelle que en fait ce qui était un petit peu décevant, c'est que j'imagine que pour le public américain, bon encore une fois c'est un film qui est pas vraiment sorti en salle là-bas non plus. Je crois que ça a été un direct. Non, ils l'ont pas sorti en salle. Mais en fait, c'est un film vraiment sacrifié quoi. Non mais comme ces films là, en fait si tu veux, tu te dis normalement. Les mecs reprennent ce que John Woo a fait dans Joshua Tree, par exemple, si tu veux, où tu vas te retrouver avec, comment il s'appelle, Dolph Lundgren, qui va sauter sur une planche. La planche va rouler au ralenti et il va flinguer 3-4 mecs qui apparaissent devant lui. Basiquement, c'est ce que t'as dans le Syndicat du crime quand Chow Yun-fat le fait dans la scène du parking, quoi. Là, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu sens que Steve Wang, il s'est dit, OK, moi, je kiffe les films de cinéma de John Woo. Qu'est-ce qu'il a pas fait?
tu vois, dans ce style-là que je pourrais faire. Et d'un seul coup, en fait, t'as le personnage de Dacascos qui grimpe sur un billard, tu vois. Il évite les mecs comprennent pas où il est passé, puis en fait, il est accroché à comment t'appelles ça ? Un lustre, un lampadaire. Ouais, non, pas, enfin, c'est le, comment t'appelles ça ? C'est le ventilateur, si tu veux. Ah, c'est un ventilateur, c'est parce qu'il tourne sur lui-même, si tu veux. Et en fait, il se met à dégommer les mecs en tirant, et tu dis, ok, bon, ça c'est, bah alors, c'est encore plus poussé, c'est encore plus, comment dire, absurde, quoi, comme truc physique à créer, quoi. Mais voilà, en fait, il invente. C'est-à-dire, il s'inspire, mais il invente aussi des petits trucs en plus, quoi. C'est ça qui était vraiment cool. C'est comme l'usage de la tronçonneuse, par exemple. Enfin, on va pas dévoiler tous les trucs et tout, mais c'est pareil, quoi. En fait, la tronçonneuse, bon, bah, elle tronçonne. Non, mais tu sais qu'elle a déjà été utilisée dans certains films de Hong Kong et tout, que t'as déjà vu des scènes de duel à la tronçonneuse, des trucs comme ça et tout. Mais il la réutilise et il essaye d'en faire autre chose. Ou le super tueur final, il y a plein de trucs avec le look du super tueur final, qui a une espèce de look à la syndicat du crime, là, au début, quoi. Ouais. Et puis qui dévoile un autre machin et tout. Il y a plein de petites choses, en fait, hyper satisfaisantes. C'est cool qu'on en parle dans Drive. Je voudrais, ce serait bien que cet épisode marche un peu, et ce serait bien en fait que ce film finisse d'acquérir le statut qu'il est en train un peu d'avoir. C'est-à-dire que je pense que ce 88 films n'ont pas sorti le 4K pour rien. Je pense que c'est un film qui a, en tout cas, qui devrait avoir le potentiel d'un film culte, c'est-à-dire un film qui n'a pas eu l'exploitation qu'il aurait dû, un film qui s'adresse à une frange spécifique en fait de spectateurs qui ne sont pas contentés forcément par des nouveautés parce qu'ils connaissent déjà les trucs et tout, qui est un peu retombé dans l'oubli, qu'il faut réévaluer, qu'il faut ressortir parce que vraiment vous allez passer un super moment, quoi. Voilà, après il faut pas survendre le film non plus. Non, il faut s'attendre à un film des années 90. Hein, ça reste un film. Il est ce qu'il est en fait. Tu vois, il est ce qu'il vend. Tu vois ce que je veux dire, c'est là où tu peux pas trop le survendre. Les mecs vont pas s'attendre à un John Woo. Est-ce qu'on pourrait suggérer dans un éventuel prochain MOOC de Capture Mag une belle interview de Steve Wang pour parler de tout ça, quoi. Bah, ce serait cool, ouais. Une interview carrière ou un truc comme ça. Ça pourrait être un truc sympa à mettre là-dedans. Dites-nous si ça vous intéresse. Voilà. Donc vous avez les commentaires pour ça. Ouais. Non, mais la carrière de Réal est intéressante. Tu vois, c'est un mec qui s'est jamais laissé marcher sur les pieds. Terminons là-dessus, tu vois, sur ce qui s'est passé derrière, quoi. Par exemple, il a refusé de faire le film qui est sorti dans les années 90 des Power Rangers, qui était une grosse prod et tout. Il avait été approché pour faire ça parce que des mecs qui avaient ce bagage-là, ce savoir-faire, qui savaient tourner celui de 95. Ouais, celui qui savait filmer des scènes d'action avec des mecs costumés, il n'a pas 36 000, c'est un savoir-faire qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir. Et lui il a assisté au truc de pré-prod et tout, sauf qu'il s'est rendu compte que personne n'aimait ça, que personne ne connaissait le toku, et il s'est dit on va trahir le truc, et il s'est cassé. T'imagines, enfin, il y a combien des mecs qui font ça, quoi. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu insisté sur l'implication physique en fait du mec, c'est que il y en a finalement pas tant que ça en fait des réals qui ont cette implication là. Je t'ai suggéré qu'on parle d'un film de Luis Morneau par exemple et tout. Moi j'aime beaucoup. Fosdon, moi j'aime beaucoup aussi. Alors le truc de Fosdon, c'est que c'est pareil, c'est un film très dur à voir, mais mais c'est marrant parce que moi j'appelle ça les superstars de ces discounts. Ouais. En fait à l'époque tu pouvais les avoir pour 1 euro dans ces discounts, et aujourd'hui les films n'existent plus. Mais tu les trouves plus sur aucune plateforme, tu les trouves plus, et pourtant c'est un film qui est cool, quoi. Ouais, et j'aime beaucoup moi Luis Morneau, j'aime beaucoup Fosdon et tout, c'est un mec qu'on a beaucoup défendu quand on était à Mad. Rétroaction, c'est un super film, mais par contre il a pas l'implication de Steve Wang, pas du tout, quoi. Il a une approche différente aussi. Ouais, mais il est pas aussi il a pas ce bagage complètement atypique en fait, cette espèce de croisement, d'hybridation, quoi, qui est finalement pas si fréquente que ça, quoi, dans le cinéma. En tout cas très clairement à cette époque-là, parce qu'encore une fois c'était pas aujourd'hui, c'est mondialisé tout ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, en fait, tu veux avoir accès à ces films-là. Je veux dire, le piratage est passé par là. Puis même, le dernier Kamen Rider est sur Prime. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, en fait, d'un seul coup, tous ces trucs-là, en fait, c'est tellement mondialisé que globalement, c'est presque tout est nivelé au même niveau. Et en gros, en fait, tout est mis vraiment à égalité. Et ce qui fait que du coup, tout ce qui faisait les aspérités, ces styles-là, en fait, et c'est ça qui est intéressant avec Drive, c'est qu'on les retrouve, ces aspérités-là. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de... Moi, je peux pas dire, encore une fois, on l'a dit, il n'avait pas les moyens, il n'avait pas le truc on peut pas dire que c'est du Jackie Chan, c'est pas vrai. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est beaucoup plus ça du Jackie Chan que finalement Jackie Chan dans Rush Hour 2, quoi, tu vois, ou ce genre de choses. Et là, mine de rien, c'est là aussi où il y a une vraie distinction, en fait. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que d'un seul coup, lui s'autorisait un peu plus ces trucs-là que les Américains, finalement, n'ont pas autorisé à Jackie Chan. Et lui, il était même le premier à s'en plaindre, hein, à l'époque. Hein. En redécouvrant le film hier, c'est ce que je lui ai dit à Steve. Je lui ai dit, moi, j'ai l'impression de voir une prod film workshop... Ouais, cool, quoi, en fait. Ça, ouais. Tu vois, des bons niveaux. Alors, pas les chefs-d'œuvre, tu vois. Non, mais à l'américaine, quoi. Mais en fait, voilà, de la série B généreuse, comme finalement, en vrai, 30 ans après, t'en as pas tant que ça, en fait. Dans les DTV,
On dira ce qu'on veut, mais même dans les cinémas d'action de DTV, etc., il n'y a plus tellement de films qui sont restés, et celui-là, il reste. Voilà. Donc, découvrez-le. Voilà. Pour un... Partagez votre amour. Ouais, c'est surtout dans Stéroïde qu'on peut parler vraiment de ça, quoi. Parce ouais. que voilà, sinon on n'en parle pas, je sais pas qui trop qui va Très parler, étonné je me demande quelle audience on va avoir et quelle réaction on va avoir sur cet épisode. Je crois que ça va être intéressant. J'attends vraiment vos réactions. Je crois que c'est assez apprécié. Hein. Ouais. Donc voilà. Bah écoute, on va voir. On verra. Ouais. Vous nous direz, les amis. Merci Julien. Mais merci Stéphane. Voilà, de nous avoir partagé. On a fait long, hein, je crois. 47 minutes. 47 minutes, plus Monsieur Mercier, quoi. Voilà. Non, ça va. Il en a ras le bol. Tu l'as vu Drive, Alain? Je l'ai vu j'avais 15 ans. Revois-le. Voilà. C'est un or. Fugue, moi je l'avais vu avec le titre Fugue. C'est vrai. C'était le titre français. Le titre français. On C'est avait vrai un titre digne du Québec. Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, moi je pensais que ça s'appelait Drive aussi en France, quoi. Bon bah merci Alain aussi, hein, du coup. Bah voilà. Merci à vous les gars. Merci à tous ceux qui nous suivent. Pour nous soutenir, c'est toujours les mêmes adresses, hein, puisqu'on n'arrêtait pas de les répéter, donc c'est Tipeee, c'est KissKiss. Ah si, il y a une nouvelle maintenant, c'est KissKissBankBank. Voilà. Tout à fait. Je sais pas quand est-ce qu'on sort cet épisode, mais je crois que la campagne du MOOC sera passée. Voilà, mais bon, il y aura sûrement une autre campagne à un moment donné ou un autre pour un prochain MOOC, parce que voilà, on voulait voir Massier, ça a vraiment, en fait, on a fait nos 100% en 48 heures. On a vraiment, on est très très étonné du succès, mais très très content, quoi. Voilà, et puis bah, nous on se dit à la prochaine pour un bon film. Voilà. Merci à tous. Merci. Salut.